événements au format meet-up chez nous dans nos bureaux. Et moi, j'interviens dans quelques incubateurs dans lesquels j'ai pu faire des workshops, notamment sur ces sujets d'IA, de data, d'early stage et de scaling. Et c'est ça qui nous a donné envie de partager à un plus grand nombre et de manière publique les éléments qu'on avait présentés pendant ces workshops. Donc, on sera preneur de vos feedbacks, voilà, et de tout ce qui peut être améliorable pour les fois d'après. Et puis, en espérant que ça vous intéresse. Et puis voilà, puis hop, c'est parti. On va avancer dans la présentation. Donc, le sujet du jour, c'est ces enjeux de data, d'IA et de scaling. Le format qu'on va suivre, on va essayer de le dérouler en une demi-heure. Et puis, on gardera quelques minutes à la fin pour des questions si vous en avez. On va démarrer de manière très simple au départ par un petit tour de table. Ce que je proposais, c'est que chacun, éventuellement à l'écrit, se présente très brièvement. Et si vous avez un projet de start-up, éventuellement vous essayez de le pitcher aussi. Et sinon, tout simplement que vous disiez qui vous êtes et ce que vous attendez de ce webinaire en particulier, et comment vous l'avez connu, parce que ça nous aide pour mieux comprendre comment ça fonctionne et améliorer tout ça pour la fois d'après. Et pendant que vous répondez à ces quelques questions, je me présente aussi. Donc moi, je suis Julien Touzé, je suis l'un des fondateurs et le CEO de Skilled, la société Skilled. La société Skilled, c'est on est dans un positionnement de partenaire IT pour des startups. On les accompagne dans leur phase justement de scalabilité. Parfois, ça démarre un peu plus tôt pendant du early stage, mais l'idée, c'est que on aime bien aider les entrepreneurs qui ont des beaux projets, qui ont des boîtes ambitieuses. Et autour de 3 piliers, on les accompagne de manière stratégique pour poser une vision et leur roadmap. On les accompagne avec des ressources à la demande qui peuvent aider pendant la phase de croissance à ne pas recruter trop tôt. Et puis, on les aide enfin avec des outils, notamment autour de tous ces sujets de collaboration et puis de gestion des opérations pour faciliter la phase de croissance et tous les enjeux et les problèmes que ça va amener pendant cette phase. Voilà. Je vois qu'il y a une petite faute de frappe là, Automne. Je crois que je rechange ça. On a plusieurs exemples dont je me servirai éventuellement ou dont on pourra rediscuter à la fin de startups qui ont collaboré ou qui collaborent encore avec nous autour de ces sujets, donc de data IA plus scaling. La première, The Energy, en haut à droite, c'est une boîte qui a levé 40 millions et qui vient de relever 50 millions pour essayer de craquer le sujet de l'énergie renouvelable photovoltaïque, notamment parce que les prix sont négatifs le midi quand il y a du soleil, et donc ils essaient de mettre des batteries pour gérer le moment d'injection de l'énergie dans le réseau. Donc on les aide sur ces sujets de pilotage de leur centrale. Il y a l'EMISA, qui est une communauté panafricaine avec 500 personnes aujourd'hui, enfin entre 400 personnes plutôt. Eux, on les aide à gérer leur communauté avec tous les sujets d'onboarding, d'offboarding, de e-learning, pour fluidifier et homogénéiser les pratiques de travail dans cette communauté. On a une boîte dans la musique qui travaille et qui aide tous les artistes indépendants sur un marché qui passe d'un mode très verticalisé avec 5 majors qui gèrent tout pour les artistes, à un mode où il y a des gens qui s'autoproduisent sur Internet, mais qui ont besoin de toutes les fonctions support qui existaient avant et qui étaient gérées par les majors auparavant, comme gérer leurs droits musicaux, gérer leur argent, gérer de la collaboration, gérer les faits d'éditer des disques, de savoir qui écoute leur musique dans quel pays pour organiser des tournées, etc., etc. Donc là, on a bien un enjeu pareil de passage à l'échelle, vraiment parce que c'est un marché qui est mondial avec tous ces artistes, et de data et d'IA, parce que pour que chacun puisse jouer son rôle, l'artiste en tant que tel, mais leur manager et tous les autres rôles autour,
Tout le monde a besoin de la donnée des uns des autres, en fait, pour interagir. Et puis, de rajouter des enjeux d'IA pour optimiser les process associés. Et enfin, un dernier exemple, c'est une ancienne filiale de la SNCF qui s'appelle Akiem, qui gère une flotte de locomotives. Et en fait, c'est pareil, de manière très rapide, ils sont en train de grandir parce que il y a l'ouverture du marché ferroviaire. Donc, ils sont passés de 50-100 personnes à presque 300. Et en parallèle, il y a une digitalisation très rapide des processus parce que il n'y a pas si longtemps, ils étaient à une époque papier, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils louaient une locomotive à un client, ils ne savaient même pas trop où était la locomotive. On peut imaginer la situation des clients qui ont envie de suivre en temps réel où sont leurs locomotives avec du GPS et avec un certain nombre de signaux d'état de santé de leur locomotive et éventuellement de la maintenance prédictive. Donc, dans tous ces use cases, ce qu'on voit, c'est que on a un passage assez rapide de quelque chose qui est tout petit à quelque chose qui est très gros. The Energy, donc encore une fois, ils ont levé 100 millions, ils vont faire plein de centrales. Les MISA, ils sont passés de quelques personnes à plusieurs centaines de personnes. Grand Music Management, c'est toute l'industrie de la musique qui est en train d'être révolutionnée. Ils viennent de faire une levée de fonds là-dessus. Et à Akiem, c'est pareil, ils ont doublé de taille très rapidement. Et en parallèle, il y a bien tous ces sujets de data qui doivent circuler pour permettre aux gens de réaliser les tâches qu'ils ont à accomplir. Et puis d'IA et d'intelligence pour essayer d'optimiser tout ce process. Donc ça, ce que je vous disais tout à l'heure, on fait des événements régulièrement, en physique aussi, sous forme de meet-up, et puis on fera d'autres webinars. On communiquera sur LinkedIn et sur Eventbrite, donc n'hésitez pas à rester connecté si vous avez envie d'être au courant des prochains sujets qu'on fera. Donc, sur le sujet du jour, la première question, on a souvent cet axe d'analyse sur 3 niveaux qui est les enjeux stratégiques. Quelle stratégie on a envie de mettre en œuvre, dans quel but? Ensuite, comment ça se décline de manière tactique? Quelle tactique on choisit de mettre en œuvre par rapport à ces objectifs? Et enfin, les opérations de manière très concrète. Opérationnellement, comment ça se passe? Donc, on va essayer de prendre ces 3 niveaux d'analyse, de zoom, qui permettent de décomposer bien la problématique, et c'est valable de manière assez universelle. Donc, on parle de scaling et de data et d'IA, et on va revenir très rapidement là-dessus. Donc, la première question, stratégiquement, déjà, c'est de se connaître. C'est-à-dire que si vous êtes une boîte et que vous voulez scaler, en fonction de l'équilibre des fondateurs et de ce que vous êtes et de qu'est-ce que vous considérez être dans votre périmètre de core business ou pas, eh ben, vous n'allez pas faire les mêmes arbitrages. C'est-à-dire que si vous avez dans les fondateurs des geeks et des CTO qui adorent ça, ben, vous allez vouloir gérer tous ces aspects data ou tech vous-même. Si vous êtes plutôt profil de l'école de commerce et que vous vous lancez, ben, si ça se trouve, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas trop et vous allez ne pas avoir envie de le gérer ou le faire à quelqu'un d'autre, etc. Donc en gros, déjà définir stratégiquement vraiment quel est votre métier, où est-ce que ça commence et où est-ce que ça finit, votre zone de responsabilité en termes de business. C'est la base avant que vous puissiez décliner cette stratégie sur autre chose. Ensuite, en quoi est-ce que la data et l'IA interviennent et c'est quoi la différence entre data, IA et la notion de ce qu'on appelle real-time intelligence? Là, on a pris un exemple, la voiture connectée, autonome dans la ville, qui va interagir avec la ville et donc qui va recevoir par exemple de la donnée, donc de la data, qui n'est pas forcément très lisible si on n'est pas tech. Il va falloir déjà la transformer, cette donnée, il va falloir lui donner du sens. Donc elle reçoit une information qu'un feu vient de passer au rouge. Ensuite, il faut arriver à utiliser cette information pour savoir dans quel contexte on est. Et le but, c'est de transformer ce qui vient de se passer en décision future. C'est est-ce que je passe, est-ce que j'arrête la voiture, etc. Donc, on sent à travers cet exemple qu'il y a un premier sujet qui va être comment est-ce qu'on transforme de la donnée brute
en quelque chose d'activable et d'utilisable pour prendre des décisions dans le futur proche. Donc, il y a tout un travail de transformation de la donnée. En premier lieu, il y a un travail de circulation de la donnée, c'est-à-dire que si on n'a pas accès à la donnée, déjà, il ne se passera rien. Donc, il y a un enjeu de circulation de la donnée, et donc qui dit circulation dit aussi d'infrastructure. Après, il y a un enjeu de transformation de cette donnée pour lui donner du sens et de travail de cette donnée. Bien entendu, là-dessus, c'est pareil. En fonction de la maturité de la boîte, des personnes et de votre business, vous allez avoir besoin d'itérer à ce niveau-là. Donc, il va vous falloir des outils et du temps pour pour gérer de mieux en mieux, en fait, et interpréter de mieux en mieux la donnée que vous allez voir circuler et prendre des décisions de plus en plus efficacement par rapport à votre business. Donc, la data, c'est ce qui circule au départ. L'intelligence artificielle, c'est éventuellement le fait d'utiliser des modèles pour interpréter de manière automatique, en gros, cette donnée beaucoup plus rapidement que ce que vous ne pourriez le faire vous dans certains contextes, par exemple sémantiques. Et le but ultime de tout ça, c'est quand même d'aller vers cette notion d'intelligence. Et on a mis real time, mais c'est presque un pléonasme, c'est-à-dire que la notion d'intelligence, c'est la capacité de réagir vite à un événement qui se passe dans votre environnement immédiat. Donc en fait, c'est une capacité d'observer rapidement ce qui se passe et de réagir encore plus rapidement. Donc si vous mettez la main et que ça brûle, il faut enlever la main. Ça, c'est de l'intelligence. Et donc, voilà, on parle de real-time intelligence. Donc, la data et l'IA, finalement, ce sont des moyens d'aller vers cette intelligence temps réel qu'il faut appliquer à votre business et qui est absolument indispensable si vous voulez vraiment passer dans une phase de scaling. Je vais reprendre un autre petit moment de zoom. Quand on parle de tech, quand on disait tout à l'heure si vous avez un profil tech, si vous avez envie de gérer la tech en interne ou pas, et est-ce que votre boîte est tech, souvent c'est le cas, on vous demande d'avoir cette lumière-là pour lever des fonds parce que c'est ça qui a de la valeur. Voilà. Donc souvent on glorifie un peu ces histoires de tech. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot un peu fourre-tout qui est tech? Dans le mot tech, il y a la notion de ce qu'on va appeler core product. Donc, je suis désolé, il y a des anglicismes, il y a du français. Nous, on baigne dans les deux langues en permanence, donc on ne fait plus trop attention. Mais si ça pose souci, vous n'hésitez pas à demander à la fin. Donc, quand on parle de tech, il y a toujours cette notion de c'est quoi votre core business, c'est quoi votre métier. Et donc, c'est logique au début de mettre toute son attention sur vraiment ce qui a le plus de valeur pour votre métier. Mais en fait, dans tech, il y a ça, et autour de ça, il y a cette notion d'intelligence temps réel et tout le reste du système d'information et de la donnée qui circule. Je m'explique. Si vous êtes dans le cinéma et que vous faites un outil pour les ayants droit pour gérer les déclarations de droits sur des films et puis les diffusions de ces films, vous allez faire un petit outil qui gère ça. Ou si on prend les exemples de tout à l'heure sur les trains, vous allez peut-être faire un outil pour gérer les locomotives, ajouter une locomotive ou en enlever. Ça, c'est le cœur de votre métier. Mais autour de ça, vous allez avoir besoin de plein d'autres outils qui vont, comme on le disait tout à l'heure, permettre de faire circuler la donnée, qui vont se connecter aux locomotives, qui vont ensuite la stocker, pouvoir la restituer sous forme de tableau de bord, etc. Et en fait, vous avez besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses et d'une infrastructure assez lourde pour faire circuler cette donnée et arriver à cet état d'intelligence qui va vous permettre d'optimiser votre business. Donc, c'est déjà compliqué quand on se lance de se concentrer et de travailler sur son produit, sur son appli. Et ça demande encore beaucoup plus de moyens de mettre en place l'infrastructure qui va accueillir l'application métier, là où les applications métiers, et qui vont permettre d'utiliser toute la donnée qui en sort pour optimiser son business. Si on le met en chiffres, ces enjeux stratégiques, ce que ça veut dire, et c'est important de bien comprendre où vous en êtes dans la vie d'une startup, s'il y a vraiment ces enjeux de scaling, c'est que quand vous lancez une boîte, il y a plusieurs étapes qui sont normalisées. Et à chaque étape, il va y avoir des enjeux qui sont différents. Donc, quand vous vous lancez et que vous démarrez, la première étape, c'est déjà de faire ce qu'on
appelle un proof of concept, c'est-à-dire un prototype, d'essayer de démontrer ce que vous voulez faire. On en revient à la notion d'avant du core product, c'est-à-dire que vous êtes uniquement concentré sur déjà essayer d'incarner votre promesse. Si vous dites je veux faire un produit pour gérer les droits pour les films, bah, il faut bien une espèce d'application et d'interface ou d'écran qui incarne ça quand vous allez voir vos premiers prospects. Une fois que vous avez votre prototype, juste après, l'idée c'est de valider votre marché. Donc vous avez peut-être des gens qui vont vous dire je suis intéressé, mais en fait derrière, il va y avoir beaucoup d'enjeux et encore d'efforts pour arriver à transformer quelqu'un qui est intéressé en un acte d'achat. Donc c'est à ce stade, l'enjeu c'est d'arriver à démontrer que vous êtes capable de vendre. On n'est pas du tout encore dans ces enjeux de scaling. Donc dit autrement, je reviens sur le slide d'avant, toute la partie qui est à droite là, de real-time intelligence, de data idea, ce n'est pas encore le sujet. Donc ça devient le sujet si vous avez un prototype que vous commencez à arriver à vendre. Là, vous allez commencer à avoir ces enjeux de passage à l'échelle. Donc là, on parle de série A, B ou C. C'est là que il va y avoir besoin de plus d'argent à investir parce que, encore une fois, le périmètre de ce qu'il va falloir traiter pour faire circuler cette donnée à grande échelle, très vite, en temps réel, et puis rajouter de l'IA et de l'intelligence dessus, ce sont des sujets qui peuvent aller très très loin. Et puis au-delà de ça, en parallèle, il va falloir recruter plein de monde, aller dans plein de pays dans le monde, etc. Donc vous allez avoir plein de nouveaux enjeux qui vont apparaître et qui vont venir tout complexifier. Si je prends un petit exemple, si vous faites un site de e-commerce, si vous vendez 3 t-shirts tout seul dans votre coin, vous pouvez prendre un site qui coûte quasiment zéro. Mais en même temps, si vous êtes Jean-Paul Gaultier et que vous faites un site de e-commerce qui vend dans le monde entier, vous n'allez pas du tout prendre les mêmes technologies parce qu'il y aura plein d'enjeux de taxes, de livraison, de toute une complexité de langue, etc., de prix, que vous n'aurez pas dans le cas initial quand vous vous lancez. Ça, c'est un autre écran pareil, qui rappelle ce qu'on vient de dire. Donc, c'est qu'en gros, en termes de moyens financiers, parce que l'alignement stratégique, c'est aussi de se dire c'est quoi mes objectifs et c'est quoi mes moyens, parce qu'on n'a jamais assez de moyens. Ça rappelle un peu les ordres de grandeur des montants qui sont investis en fonction des différentes phases. Donc, toute la phase initiale, on voit qu'on est plutôt en dessous d'1 million. On est sur entre quelques dizaines de milliers d'euros et quelques centaines de milliers d'euros. Et finalement, la phase de scaling réelle, elle est plus tard. Et là, on est sur des montants largement plus gros avec d'autres enjeux. Voilà, ça, c'est juste pour rappeler ça. Et donc, sur les aspects stratégiques, je résume le truc, c'est si vous êtes une startup, si vous êtes en early stage, ce n'est pas encore le moment de scaler et ce n'est pas encore le moment de vous occuper de data et d'IA. Vous devez d'abord prouver votre marché, faire un prototype et essayer de vendre. Et ensuite, seulement, on passe à la phase de scaling. Et effectivement, dans ce contexte-là, vous allez atteindre des seuils. Si vous commencez à passer de 10 à 1000 personnes ou de 1 à 50 pays, etc., où tout ce que vous faisiez manuellement, ce n'est plus possible. Donc, il faut absolument tout automatiser. Et donc, c'est là que tous ces sujets de data et d'IA rentrent en ligne de compte pour pouvoir exécuter correctement cette stratégie. Donc, en admettant qu'on soit dans cette phase de scaling et que vous ayez levé des fonds ou suffisamment de moyens pour exécuter ça, on va rentrer maintenant dans ces enjeux de quelle est la bonne tactique pour faire ça. Donc, quelle est la bonne tactique? C'est pareil. En fait, comment est-ce qu'on démarre pour la mise en œuvre de ce plan? Attendez, parce que j'ai un petit souci. Voilà. Qu'est-ce que vous essayez de prouver? Donc, est-ce que vous essayez de passer de 1 à 3 pays? Est-ce que vous essayez quel est votre niveau de maturité? Je prends un exemple, pareil, si vous connaissez Malte qui fournit des freelances à n'importe quelle boîte, et ben, sur des sujets de data IA, même s'ils sont dans 50 pays, etc., ils peuvent vouloir rajouter du matching de freelancing par rapport à une offre d'emploi de manière totalement automatique. Ben, pour mettre ça en œuvre, ça va demander un certain nombre d'itérations. Donc, de manière tactique, la personne qui va être en charge de ce truc-là va se dire, bon, je dois aller convaincre les dirigeants de lancer le projet. Puis ensuite, je vais peut-être le tester sur un pays, puis sur 3, puis sur 5, puis je vais le tester dans tel contexte. Ça, c'est la tactique pour arriver à la fin à ce que votre modèle et votre donnée soient appliqués à l'ensemble de votre business. Quand vous êtes au tout début,
Encore une fois, ce n'est pas le sujet, vous cherchez même le problème et les réponses à ce problème. Vous voyez que la phase de scale, elle arrive vraiment, plus tard, quand vous commencez à lever des fonds, donc je dirais série A. Voilà, ça c'est pour l'aspect, stratégie tactique. Je passe assez vite là-dessus parce que je vois le temps qui passe. Ce qu'il faut que vous reteniez aussi, c'est que, en termes de tactique, pour les startups, ce qui tue les boîtes, c'est souvent, plein d'autres choses, mais c'est pas les sujets data IA. Donc à nouveau, ne vous perdez pas, ces sujets de data et IA, ils sont nécessaires dans ce cadre du passage à l'échelle et c'est ça qui est le plus important à comprendre. Et là, on va venir zoomer, sur, comment ça s'applique et c'est quoi les enjeux, quand on passe à l'échelle de manière opérationnelle. Donc on imagine que vous avez votre, produit que vous avez fait, et qui fonctionne. On imagine que maintenant le sujet, c'est, cette question d'intelligence et de comment est-ce que vous reliez, comment est-ce que vous récupérez la data de toutes vos applications, comment vous la faites circuler, comment vous la stockez, comment vous l'exploitez. Et là, on passe donc, à tous les enjeux pour mettre en œuvre de manière opérationnelle, cette stratégie qui va vous permettre de faire grandir votre boîte, très vite. Alors, à quoi on va se heurter de manière opérationnelle quand, on commence à faire, joujou avec ça? La première chose, c'est hop, est-ce que je fais moi-même ou pas? C'est en termes RH, quand vous passez à l'échelle, très souvent, vous n'allez pas savoir recruter, 1000 personnes, en 3 jours. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de faire appel à des freelances ou d'autres personnes. Ça veut dire que vous allez rentrer dans une logique, d'écosystème ou en tout cas de sous-traitance dans laquelle vous ne maîtrisez plus forcément les personnes et du coup, il va falloir, 1er souci, c'est comment est-ce que vous gérez la connaissance et la qualité du service que vous délivrez, alors même que, vous avez, la moitié des gens qui viennent d'arriver, qui savent pas trop comment faire, une autre moitié qui est externe, qui est là pour un moment, mais qui va peut-être s'en aller, que, comme c'est une phase, très intense, il y a beaucoup de turnover. Donc il y a tout un aspect RH plus, enfin, qui est vraiment à gérer et qui est pas évident et donc de pilotage finalement de, l'organisation et des signaux sociaux, du bien-être, de comment vous diffusez une culture RH, et cetera. Donc tout ça, c'est un premier problème, un premier enjeu que vous allez rencontrer quand vous scalez. Et donc, le fait de monitorer, par exemple, les conversations entre les personnes ou le fait de définir un référentiel de culture et de bonnes pratiques et de vérifier qu'il est ensuite appliqué, ça, c'est très important pour pouvoir passer à l'échelle. Ensuite, il y a la notion d'écosystème. Donc, quand vous passez à l'échelle, au-delà du fait de recruter, de passer de 50 à 1000 personnes, par exemple, vous allez aussi démultiplier votre nombre de clients et votre nombre de fournisseurs. Et en fait, vous n'avez pas la main sur ces gens-là. C'est-à-dire que s'ils ont envie de continuer à envoyer des emails au lieu de passer par WhatsApp, ben, vous n'allez pas pouvoir les forcer à faire autrement. Donc en fait, comme dans la vraie vie, dans un écosystème, quand il pleut, ben, vous ne pouvez pas empêcher le fait qu'il pleuve, vous pouvez prendre un parapluie. C'est la même chose, c'est que là, il va falloir vous adapter en fait, à l'écosystème dans lequel vous êtes et prendre conscience de ce que ça veut dire exécuter votre business, c'est-à-dire jusqu'où ça va, qui ça concerne, quelles sont les personnes qui vont être impliquées dans la mise en œuvre de votre business. Et donc, toutes ces personnes-là, elles vont jouer un rôle, petit ou grand, dans le processus. Et donc, il faut leur donner les bons outils. Et surtout, il faut essayer de mesurer ce qui se passe, donc observer si tout se passe bien ou tout ne se passe pas bien et pour quelles raisons, pour pouvoir itérer très très vite. Voilà, ça c'est important. Donc, de fait, vous allez très vite vous rendre compte que vous êtes un écosystème et donc il faut prendre en compte toutes les parties prenantes et pas que l'interne, qui était déjà compliqué à gérer parce que ça passait de 50 à 1000 personnes, par exemple. Ensuite, vous avez une question d'outils. Avec quels outils vous faites les choses? Là, il y a un enjeu qui est très important. Je vais prendre une image qui est encore plus parlante ensuite. C'est que soit vous utilisez, on va prendre tout de suite l'image, il y en a qui la connaissent déjà parce qu'on l'a déjà utilisée, mais je l'aime bien. C'est que soit vous faites du sur-mesure au départ, par exemple pour votre prototype, pour prouver votre marché, vous avez tout fait à la main, vous-même, peut-être avec des outils no-code ou avec un développeur qui vous a aidé ou un CTO. Quand vous faites du sur-mesure, vous pouvez aller où vous voulez. C'est l'image de gauche. Vous allez où vous voulez dans la forêt, mais vous n'allez pas vite parce que ça prend du temps.
Si vous voulez scaler, ça veut dire, encore une fois, si vous étiez dans un pays, vous étiez en France, vous avez ouvert une marque de boulangerie, puis d'un coup, vous voulez aller dans 50 pays dans le monde en 3 ans, là, c'est pas le moment de faire du sur-mesure, c'est le moment d'aller vite. Alors, vous pouvez, pour aller vite, il faut réutiliser des choses qui existent déjà. Mais le problème des choses qui existent déjà, comme une ligne de train, c'est que vous n'allez pas n'importe où. Donc, vous avez un espèce de paradoxe à résoudre entre, vous allez toujours avoir une partie qui est faite en sur-mesure et une partie, et donc ça va être très lent et très cher, et vous allez vouloir réutiliser des briques qui quand même vous permettent d'aller vite. Donc la réponse à ça, c'est d'essayer de trouver une manière de faire de la composition, c'est-à-dire d'utiliser des outils existants, parce que ça va vite, parce que c'est déjà là, et en même temps de les relier tous ensemble pour arriver à créer un système qui est cohérent et qui va quand même répondre à votre besoin. Ça, c'est pas évident comme paradoxe à résoudre. On avait pris une autre image qui est la même. En gros, c'est voilà, si vous faites du sur-mesure ou si vous achetez du prêt-à-porter. Il y a une autre problématique. Il y en a beaucoup quand on veut scaler. C'est pas évident, c'est comme une Formule 1. Une autre problématique qui s'appelle la loi de Conway, qui est que grosso modo, votre architecture informatique est le miroir de votre organisation. Donc quand vous démarrez, si vous lancez votre boîte tout seul, vous pouvez avoir un ou deux outils, mais c'est assez simple. Si vous commencez à être quelques personnes, chacune va utiliser quelques outils, ça reste encore assez simple. Si vous scalez, ça veut dire que vous passez de quelques personnes à beaucoup de personnes, donc ça veut dire qu'en parallèle, en miroir, vous passez de quelques outils à plein d'outils, et personne ne sait vraiment ce qui se passe. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien d'essayer de faire l'architecture parfaite à 3 personnes et 3 outils, parce que de toute façon, ça va devenir caduque très très vite juste après. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt là, à nouveau, pas essayer de contrôler et de faire un truc parfait, mais plutôt de privilégier une approche qui est la plus évolutive possible et qui permette de faire de la composition, comme on vient de le dire juste avant, avec des outils qui existent déjà, mais on sait par avance que tout va être transformé très très vite. Très très vite. Donc une boîte qui scale, typiquement, elle va changer de bureau tous les 3 mois, elle va changer d'outil informatique tous les 3 mois, etc., etc. Donc il faut surtout pas essayer de se dire je cherche le truc parfait au début, ça n'arrivera pas. Donc il faut privilégier cette vitesse d'itération et savoir qu'on va se retrouver dans quelque chose de forcément assez complexe avec plein d'outils. Donc il faut être capable aussi de faire circuler la donnée entre tous les outils dont vous allez avoir besoin. Ensuite, il y a cette question de transformation de la donnée qu'on a vue au départ avec la voiture, c'est-à-dire que en imaginant que vous ayez les 1000 personnes, que vous ayez tous vos outils, que vous ayez réutilisé des outils qui existaient déjà pour aller vite, vous vous retrouvez dans un contexte où vous avez plein de gens qui utilisent plein d'outils. Et tout ça est pas forcément cohérent ou homogène. Et donc, ce qui est important, c'est de créer votre propre modèle de données qui va garantir cette cohérence dans l'exécution du plan. Et c'est ce modèle de données et le fait que tous les outils sont connectés et donc qui va permettre de faire circuler de la donnée qui va être interprétable et utilisable pour lui donner du sens, comme on a vu tout à l'heure, et aller vers cette logique d'intelligence et d'action ensuite et d'automatisation. Donc, c'est très important de bien modéliser les choses pour faire circuler la donnée. Typiquement, il y a des soucis très classiques, c'est un client dans une application, il va être dans un état A, et puis un client dans une autre application va être dans un état B, et dans une autre application dans un état C. Et donc, le responsable des ventes, il va demander à ses équipes où est-ce qu'on en est, et puis il y en a un qui va lui dire A, l'autre B, l'autre C, et puis il ne saura pas où il en est. Donc ça, c'est quand il y a un problème, une absence de modélisation. Et comme les choses vont très vite, la plupart des gens, ils itèrent, mais ils n'ont pas forcément modélisé au début. Donc c'est très important de prendre le temps initialement de se poser et de réfléchir à comment votre business model se traduit en data model. Quels sont les objets que vous allez vouloir manipuler. Et une fois que vous avez fait ça, les problèmes s'enchaînent. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez vos outils, vous avez les personnes, vous commencez à scaler, vous avez votre data model, la donnée qui circule, vous commencez à l'interpréter, à automatiser les choses. Là, vous allez voir apparaître des questions de gestion de la donnée et donc des questions de maturité sur la gouvernance typiquement de la donnée, c'est-à-dire en fait tout va évoluer en parallèle. Donc comment est-ce que vous gardez la cohérence de l'ensemble? C'est-à-dire que imaginez que vous ayez une boîte et puis tout à coup vous décidez de faire de la croissance externe dans d'autres pays pour aller plus vite, vous rachetez d'autres boîtes,
ils vont avoir d'autres outils, d'autres données, et cetera, qui décident de changer la façon de calculer les KPI qui permettent de savoir si la boîte va bien. Ben ça, c'est des questions de gouvernance. Et donc, vous allez avoir, bien entendu, des conflits, plein de choses, et tout un processus à mettre en place aussi, une surcouche, pour gérer la gouvernance de cette donnée qui circule. Enfin, vous avez 3 types de données. La plupart du temps, les boîtes vont monitorer la partie haute du triangle, c'est-à-dire en gros ce qu'elles produisent. Si vous faites des trains, vous monitorez l'horaire des trains. Si vous faites de l'énergie, vous comptez les kilowattheures. Voilà, la plupart des boîtes, elles comptent ce qu'elles produisent. Très peu monitorent et utilisent les données d'interaction sociale, les données, les signaux de leur écosystème. Et ça, c'est dommage parce que si vous commencez à croiser l'intelligence et les données de ce que vous produisez avec les données de ce que les gens disent entre eux, en fait, vous avez quelque chose de beaucoup, beaucoup plus puissant. Parce que, par exemple, si vous avez un problème dans une locomotive, il est probable que quelqu'un en parle avec quelqu'un d'autre avant même que le voyant rouge ne s'allume, parce qu'il y avait un petit bruit à un moment. Donc, en fait, vous allez avoir quelque chose de très puissant si vous commencez à observer aussi toute la partie des interactions sociales. Et le dernier axe, le dernier angle du triangle, en bas à gauche, c'est le fait de décrire le savoir-faire de votre organisation. On va parler de playbook dans les startups, de décrire tout ce savoir-faire pour justement le reproduire. C'est-à-dire, en gros, si vous avez une logique de franchise, par exemple, ben, toutes les étapes qu'il faut faire pour créer une franchise, vous allez les décrire dans des documents pour que vous puissiez ensuite, dans plein de pays, d'un seul coup, ouvrir 200 franchises très très vite, parce que les gens vont juste avoir à reproduire les recettes qui ont déjà été conçues. Donc ce savoir-faire, il doit être stocké aussi. Et pareil, s'il est utilisé de manière contextuelle dans des LLM et pour donner du sens à vos résultats d'IA, vous avez quelque chose qui est encore plus puissant. Donc en gros, vous pouvez démarrer par un des bouts du triangle, mais le fait d'exploiter vraiment les 3 angles du triangle et d'avoir une approche globale sur le sujet et sur les 3 types de signaux, ça vous donne quelque chose de super puissant. Voilà. Enfin, vous avez des questions de gouvernance et de qualité. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. C'est une autre présentation. Je pense que je ne vais pas en reparler. Je pense que c'est complémentaire à ce qu'on disait juste avant. J'en reste là. Ça a été assez vite, assez dense. Je résume du coup ce qu'on s'est dit sur les enjeux. Donc, une fois qu'on a passé la phase de early stage en tant que startup et qu'on passe vraiment dans une phase de scale, de passage à l'échelle, voilà les points clés qu'il faut prendre en compte. 1, prendre conscience qu'on est tous des écosystèmes et donc essayer d'observer aussi tout votre environnement et pas que l'intérieur de la boîte. Le modéliser, cet écosystème, parce que sinon vous allez avoir des choses incohérentes. Accepter l'idée que tout va changer très 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 vite. Donc ce qui compte, c'est plutôt de la composabilité et de la réutilisation de choses qui existent déjà, plutôt que d'essayer de faire un modèle parfait et de le faire vous-même, ce qui n'a pas de sens et qui n'ira pas très vite et qui coûtera cher. Le triangle qu'on vient de voir, qui s'appelle le modèle Dean-East, où il y a ces 3 types de signaux, donc production, knowledge et social, que si vous arrivez à prendre en compte les 3 et à les coupler, bah, vous allez avoir quelque chose de très puissant. La différence entre cette data et cette intelligence, donc le fait que la data, c'est la donnée brute et que l'intelligence, c'est le passé, la data. Et l'intelligence, c'est vraiment le passage à l'action vers le futur. Donc, il y a tout un processus de transformation du passé vers le futur qui doit être dans une approche collective, donc qui va demander beaucoup d'efforts et d'énergie à mettre en place, mais qui est très puissant si vous arrivez à le faire. Et enfin, de manière très pragmatique dans la partie opérationnelle, vous avez une partie où il faut absolument décrire votre business model et le transformer en data model. Une partie où il faut donc bien définir votre stratégie. Ça a l'air évident, mais en fait, il y a plein de boîtes qui n'ont pas explicité leur stratégie. Donc, ça ne sert à rien d'être dans l'opérationnel si on ne sait pas quel est le but. Voilà, de bien choisir les bons outils qui vont vous permettre d'avoir cette approche évolutive et de bien se connaître pour pouvoir exécuter les choses correctement et de bien découper les moments aussi, parce qu'on ne peut pas faire tout à la fois, sinon vous allez partir en burn-out assez vite. Et donc, il faut séquencer
chacune des problématiques stratégiques et pour en objectif intermédiaire pour pouvoir vérifier qu'on avance bien sur la roadmap comme il faut et exécuter vraiment cette phase de scalabilité le mieux possible. Voilà. J'ai été très vite, c'était très intense. Je vous remercie. Et puis, s'il y a des questions qui ont été posées par écrit, je ne sais pas si Théo t'a regardé, je n'ai pas regardé en même temps. J'ai regardé, j'ai suivi. On a une belle question d'Aldo qui demande à quand un e-book sur les conseils de Julien. On va y travailler. Un e-book et un playbook. C'est pas une question, c'est plus une envie. Ouais, je pense. Sinon, on n'a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Ça a été vite. Après, on vous partagera le support aussi si vous avez envie. Je sais qu'il y a différents niveaux de maturité dans les personnes qui étaient là aussi, donc je ne sais pas après à quel point justement ça a été trop vite ou pas assez vite. Des NDA, pour faire quoi, Aldo? Tu veux nous parler de choses secrètes? Tu peux prendre la parole hein, si tu veux. N'hésite pas à activer ton micro, Aldo. Ah, t'as un problème de micro. Ok. J'ai pas bien compris ta question sur les NDA, mais dans quel contexte? Mais on pourra en reparler en one-one si tu veux. Est-ce que vous avez d'autres questions par écrit ou en micro si vous avez envie de prendre la main? Je relis, Anne, ta présentation en même temps, parce que j'étais parti dans la presse. Ok. Ah. Anne, si tu veux rediscuter de ça aussi, on peut en reparler aussi pour tes étudiants. Mais c'est vrai que c'est les mots-clés IA, Gen IA, tout ça, enfin voilà, tout le monde parle que de ça. Mais il y a finalement assez peu de boîtes qui font de l'IA, parce que la plupart sont bloquées au stade où déjà la donnée ne circule pas. Donc il y a plein de gens qui vont faire de la Gen IA avec des petits modèles, mais franchement, on ne peut pas parler de scaling et d'IA à l'échelle. Il y a très peu de boîtes qui sont vraiment tout automatisées, mais ça va venir très très vite. Donc si vous êtes entrepreneur sur des secteurs assez concurrentiels, c'est vraiment important de bouger rapidement parce que les choses vont évoluer de manière exponentielle et ça va venir, mais très très vite. Je vous remercie tous. Il est 13h. Et puis, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez d'autres questions, à revenir vers Théo ou vers moi. On vous partagera les supports et puis on vous fera connaître vers d'autres, s'il y a d'autres sujets, les prochains sujets. Et voilà. Et on vous dit bonne journée et puis à bientôt à tous. Merci. Merci Julien. Merci. Passez une bonne journée. Salut.